Salam alaikum, mes chers étudiants, étudiantes. Donc, pendant cette séance, je vais entamer avec vous un chapitre, ou le premier chapitre relatif au lien conjugal ou l'institution du mariage en droit marocain. Alors, le mariage au Maroc est un acte consensuel basé sur l'échange de consentement et le recueil de ce consentement par des adultes devant témoins. Donc, à partir de cela, on comprend qu'il y a des conditions de fond et conditions de forme. Pour ce qui est l'article 4 du Code de la famille, qui définit le mariage comme étant un pacte fondé sur le consentement mutuel. Donc il s'agit bien d'un pacte, pas seulement un contrat, mais un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux conformément aux dispositions du présent code. Donc à partir de cette définition, nous soulignons déjà l'évolution importante et la nouvelle chose qui est rajoutée par le nouveau code, à savoir la famille qui va être fondée par un homme et une femme, va être sous la co-responsabilité des deux époux et épouses. Ce qui est contraire à ce qui se passait avant et ce qui était dans l'ancien code de la famille, que ce soit de 1993 ou encore de 1957 et 58. Donc le mariage en droit marocain, s'il garde bien son caractère consensuel, il devient de plus en plus formel, comme vous l'avez très bien compris de la notion même ou encore du contenu même de cet article. Ce formalisme a pris naissance surtout dans l'ancien code de statut personnel, même en 1958 et 57-58. Pour atteindre son plein et un degré plus important, aussi bien dans sa conclusion que dans les formalités administratives requises pour cette conclusion, ou pour ce mariage. Le Code de la famille accorde ici une grande importance aux fiançailles. Cette période ou cette institution qui normalement précède le mariage ou le pacte de mariage, le code marocain ou le nouveau code marocain lui a donné une importance très importante. Et cela, bien sûr, dans un objectif qui est l'intérêt de l'enfant, comme on va voir, et aussi l'enfant qui naît pendant cette période, mais aussi pour l'intérêt de la femme et du futur couple. Alors, qu'est-ce que c'est que les fiançailles? Quelles sont les grandes lignes qui ont été bien sûr soulignées et soulevées par le nouveau code de la famille et quel statut juridique donné à cette période qui est les fiançailles. Déjà, quand on regarde le code de la famille, on va trouver qu'il y a tout un chapitre qui a été consacré aux fiançailles. 5 articles exactement dont le code a été consacré à cette période, cette institution qui est les fiançailles. Ainsi, nous lisons dans l'article 4 du Code de la famille, les fiançailles sont une promesse de mariage entre un homme et une femme. Donc il s'agit bel et bien d'une promesse, pas un mariage, mais une simple promesse de mariage, mais quand même le législateur, il va lui reconnaître beaucoup de droits et aussi beaucoup de solutions juridiques. Elle se réalise, nous dit le Code de la famille, lorsque les deux parties expriment par tout moyen communément admis leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il est ainsi de la récitation de la Fatiha des pratiques admises par l'usage et la coutume on fait d'échange du présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette période qu'il s'agit tout simplement d'une promesse
Quand on regarde les conditions que le législateur a exigées pour qu'on reconnaisse bien sûr ces fiançailles et les effets de ces fiançailles, on va imaginer peut-être qu'il s'agit bien du mariage. Parce que quand on parle du consentement et quand on parle justement de ce consentement qui est donné devant témoin, cela veut dire que nous sommes devant un acte de mariage. Mais le législateur ne lui reconnaît pas, ne reconnaît pas cette promesse comme étant un mariage, mais une simple période appelée les fiançailles. Il en est ainsi, justement, les exemples que le législateur a donnés pour dire qu'il s'agit des fiançailles, ce sont des rituels comme la récitation de la Fatiha qui atteste du consentement des deux fiancés n'a pas valeur de mariage. Donc cet exemple, le législateur ne reconnaît pas qu'il s'agit d'un mariage, même lorsqu'il s'agit de la récitation de la Fatiha, mais on reste toujours en période de fiançailles. Le Code de la famille maintient le principe de la liberté de rupture des fiançailles. Chacun des fiancés est libre de mettre fin aux fiançailles. C'est l'article 6 du Code de la famille. Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constaté. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles. Donc, ici, le législateur aussi va reconnaître une liberté, et c'est tout à fait normal, que les personnes, s'ils ne veulent pas continuer, s'ils ne veulent pas aller jusqu'au mariage, jusqu'à la conclusion du contrat de mariage, ils peuvent rompre ces fiançailles et mettre fin à ces fiançailles. Toutefois, si la rupture a occasionné un préjudice quelconque, la partie endommagée peut demander de dommages et intérêts. Exemple, si la fiancée ou la femme ou les futures épouses, elle a arrêté ses études parce que elle était en période de fiançailles, ou encore on lui a demandé d'arrêter le travail et il a arrêté ce travail, ou encore on lui a demandé de changer de ville parce qu'il est fiancé à telle personne qui lui a demandé cela. Et donc s'il y a une rupture de ces fiançailles, la logique dit que en principe on doit réparer ces dommages et la fiancée, il peut demander des indemnités à ce propos. Mais pourvu que la rupture des fiançailles vient du mari ou du futur mari, c'est-à-dire du fiancé de l'homme. Article 7 du Code de la famille nous dit la rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. En ce qui concerne les cadeaux reçus, ce que le législateur appelle aussi le présent, les cadeaux reçus pendant la période des fiançailles, la loi a prévu aussi le droit de les récupérer, sauf si la rupture incombe à la personne qui a donné ces présents ou ces cadeaux. Pour ce qui est l'article 8 du Code de la famille nous dit « Chacun des deux fiancés peut demander la restitution de présents offerts, c'est-à-dire les cadeaux, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle. » C'est-à-dire que si les cadeaux qui ont été donnés on peut les restituer en leur état, sinon on va les évaluer et donner leur valeur en argent, bien sûr. Par contre, la dot pendant la période de fiançailles peut être demandée par le fiancé ou ses héritiers en cas de décès. Elle peut être donnée en argent ou en équivalent si une dépréciation touche la partie de la dot qui a été transformée en trousseau. C'est la personne gaze, c'est la personne qui est à l'origine de la rupture qui supporte la dépréciation de cette valeur. Dans ce sens, nous lisons l'article 9 du Code de la famille. Lorsque le sadaq, la dot, a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé,
et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou à défaut leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur de sadaqa ayant servi à l'acquisition de jehaz, comme on l'appelle en langue arabe ou encore à la marocaine, si je peux le dire comme ça, le trousseau de mariage, ameublement par exemple encore, il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle de jehaz depuis son acquisition. Donc, comme vous avez compris que la période des fiançailles, normalement, le législateur ne lui reconnaît pas une grande valeur juridique. Mais cela, bien sûr, nous le comprenons lorsque le législateur, il donne le droit à toute partie, c'est-à-dire le fiancé ou la fiancée, de rompre ses fiançailles à n'importe quel moment. Qu'ils choisissent ou qu'ils choisissent, que les deux parties choisissent ou une seule partie choisit. Donc, ils ne sont pas dans l'obligation de terminer ou de rester dans les fiançailles jusqu'à le mariage. On peut les rompre et ça, c'est la liberté des parties à continuer dans cette intention de se marier ou non. Mais lorsque les fiançailles, ou la rupture plutôt des fiançailles, a occasionné des dommages à l'autre, à une partie, soit à l'époux, soit à l'épouse, bien sûr, la partie lésée peut demander des indemnités, peut demander des restitutions, et s'il s'agit des biens, s'il s'agit des cadeaux, s'il s'agit justement des biens qui ont été qui étaient dépensés pendant cette période. Donc ça, en ce qui concerne cette période appelée les fiançailles, que le législateur ou auquel le législateur a donné une importance quand même du côté juridique. Passons maintenant dans notre deuxième section de ce chapitre au mariage lui-même. Cette institution, zawaj, mu'assasat zawaj. Le législateur, il lui a, bien sûr, il a entouré cette institution importante, que ce soit dans le droit marocain ou même dans la charia, il l'a entouré des conditions très importantes, que ce soit au niveau du fond ou encore du forme. Quelles sont les conditions du fond du mariage? Nous lisons notamment dans l'article 10 du Code de la famille, le mariage est conclu par consentement mutuel, ijab wa qaboul, des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage. Pour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les deux adouls. Donc ici, le législateur ne fait que consacrer déjà des principes importants, des conditions très importantes qui sont le consentement. Seulement, ce consentement, il va être entouré des éléments pour lui donner justement son ampleur ou encore ses effets juridiques. Les manières, le législateur, il a souligné les manières de s'exprimer et de donner ce consentement. Il ne s'agit pas seulement de le dire oralement, si on est dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le législateur a cité d'autres moyens pour s'exprimer. Et donc, il insiste sur le fait qu'il faut que la personne intéressée, que ce soit l'époux ou l'épouse, futur époux et future épouse, s'exprime et dire oui ou non, ils acceptent ce mariage. Nous lisons dans l'article 11 du Code de la famille, le consentement des deux parties doit être exprimé verbalement
si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible, concordant et exprimé séance tenante, décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expression de ce consentement ou la manifestation de ce consentement doit être donnée devant témoins, devant les adultes et d'une manière et selon des conditions que le législateur, bien sûr, souligne et exige. L'article 12 nous dit, du Code de la famille, sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol des dispositions des articles 63 et 66 ci-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le mariage ou le consentement n'était pas clair, c'est-à-dire qu'on est devant un vice de consentement, le mariage peut être soit annulé, soit résilié. Il s'agit quand même d'un acte de volonté, si vous vous souvenez des cours de la théorie générale des obligations. Et nous avons dit que normalement, le consentement, pour que le consentement donne validité à un contrat, il faut que ce consentement soit donné d'une manière libre et en toute connaissance des causes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des vices du consentement, qu'il n'y ait pas l'erreur, qu'il n'y ait pas le dol et qu'il n'y ait pas la violence. Rappelez-vous de ce que nous avons étudié dans la théorie générale des obligations, notamment les conditions de validité du contrat. Et à la séance prochaine, Inch'Allah.